Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver. C'est Late et Smart, comme chaque soir jusqu'au vendredi. Durant une heure avec mes deux invités, on va réfléchir à l'actualité du moment, voilà, tenter de mieux comprendre l'économie et l'actualité économique précisément de la journée de ces jours-ci. De quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, tout d'abord de la question des brevets autour des vaccins Covid-19. Hier soir, et c'était une relativement grande surprise, l'administration américaine a annoncé qu'elle soutenait la levée temporaire de la propriété, enfin en tout cas l'idée de lever de façon temporaire les questions de propriété intellectuelle autour des vaccins Covid-19. Ça chamboule tout. Du coup, tout le monde essaie de se positionner sur ce sujet sur lequel, jusqu'à hier, l'Europe, les États-Unis et évidemment, en tout cas les groupes pharmaceutiques étaient sur une ligne identique selon laquelle, c'était pas forcément ça la question du moment. Bref, si, manifestement, pour l'administration Biden, ça l'est. Du coup, l'Europe est en train de dire qu'elle est tout à fait d'accord aussi. Bref, ça change un peu la donne. Du coup, on va quand même se poser la question de principe. En tout cas, je demanderai à mes invités ce qu'ils en pensent. Faut-il libérer, entre guillemets, les brevets sur ces vaccins contre la Covid-19? Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, on restera avec une actualité plutôt américaine. On reviendra, on l'évoquait très rapidement hier dans l'émission, cette décision, espèce de tribunal arbitral de Facebook qui hier a à la fois validé et confirmé le bannissement de Donald Trump du réseau social, tout en expliquant qu'il fallait que Facebook prenne ses responsabilités, que ça ne pouvait pas être comme ça, totalement arbitraire, ça ne pouvait pas être illimité, il fallait des règles, il fallait qu'elles soient claires, il fallait qu'elles soient appliquées et qu'à la limite, ce n'était pas forcément son rôle à lui, tribunal arbitral, entre guillemets, de résoudre ce problème, cette question. D'où, moi, ma question ce soir que je poserai à mes invités tout à l'heure. Est-ce que cette Cour suprême, entre guillemets, de Facebook est légitime à traiter ces questions, compte tenu évidemment des enjeux de liberté d'expression. Voilà, un menu riche ce soir dont on va parler avec Jean-Marc Vittori. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste économique, éditorialiste au quotidien Les Échos. Erwan Tison, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes directeur des études de l'Institut Sapiens, le think tank. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Tout de suite, avant de parler brevets et vaccins, la question apéritif, un double apéritif ce soir. Question apéritif, premier apéro ce soir, je l'ai appelé relance de points, vous m'en remettrez 50 milliards, publication ces dernières heures d'un rapport qui était attendu, rapport écrit conjointement par l'économiste Jean Pisani-Ferry, qui est, rappelons-le notamment, qui était l'auteur, le superviseur du programme économique du candidat Macron en 2017, et son confrère Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, une stratégie économique contingente pour la prochaine phase. C'est le titre. Commentaire de Pisani-Ferry sur Twitter. Comment revenir au plus vite au niveau d'avant-crise? Comment effacer les séquelles du choc et rattraper au plus vite le terrain perdu? Blanchard et moi proposons une stratégie contingente. Bon, c'est un mot un petit peu compliqué. Blanchard, lui, fait la même chose. Service après-vente sur Twitter en anglais. C'est plus son réseau est plus anglophone, semble-t-il. Est-ce qu'il faudrait que la France adopte un stimulus plan, un plan de relance à la Biden? Non, mais il faut quand même en embrasser l'état d'esprit et en gros, en résumé de leurs propos, très résumé évidemment, ils nous disent qu'il faut un petit peu de Monsieur Plus comme dans la publicité Balzen à l'époque, c'est-à-dire peut-être une cinquantaine, 40-50 milliards de plus par rapport au plan de relance français de 100 milliards, ce qui serait un petit peu en termes de PIB, un entre-deux entre l'actuel plan de relance français et puis ce qui nous est proposé outre-Atlantique par Monsieur Biden et tous ces plans successifs qui font des milliers de milliards de dollars. Est-ce que c'est le moment, Jean-Marc, selon vous, de se poser la question est-ce qu'il faut 100 milliards ou 150 milliards ou 200 milliards? Ce matin sur France Inter, le commissaire au plan, François Bayrou, a redit son idée à lui et celle de France Stratégie, que c'est plutôt 250 milliards qu'il faudrait. Est-ce que c'est pas un peu tôt, compte tenu du fait qu'en fait on sait trop rien, on est encore un peu dans la crise sanitaire, même si on voit le bout? C'est légitime de se poser la question. On est effectivement dans un entre-deux, dans le déroulement
de la crise, dans un entre-deux aussi sur les montants annoncés, parce que c'est assez amusant côté Olivier Blanchard. Olivier Blanchard, il s'est fait remarquer aux États-Unis ces derniers temps en disant « Oh là là, le plan de relance de 1900 milliards de dollars aux États-Unis de Joe Biden, c'est trop, ça risque d'amener les États-Unis dans la surchauffe. » Alors si on ramène ça à l'échelle française, ça fait à peu près 300 milliards d'euros à la louche. Et donc 300 milliards d'euros, c'est trop, 100 milliards, c'est pas assez, donc il faut peut-être un peu plus. Donc, voilà, on est dans des ajustements. La vérité, c'est que c'est effectivement extrêmement difficile de savoir ce qu'il faut vraiment. D'abord parce que on reste pour l'instant, s'il y a bien un domaine où il y a une contingence, c'est bien la contingence sanitaire, c'est-à-dire que l'économie est complètement conditionnée par le sanitaire. Et le sanitaire, on ne sait pas. Alors, on a l'impression, enfin, que ça va s'améliorer, mais je vous rappelle qu'on a déjà connu ces périodes ce sentiment d'espérance. Cette impression-là. On les a eus à l'été dernier et on les a eus à l'annonce des vaccins en novembre. À chaque fois, on s'est repris un gros coup sur la cafetière. Donc, on a une incertitude qui est une incertitude radicale, qui est économique et qui est extra-économique. Un choc exogène, disent les économistes, sur lequel on ne peut rien savoir. Donc, c'est même très compliqué. Et puis, il y a un deuxième point, c'est que pendant ces mois extraordinaires, c'est accumulé une épargne des ménages absolument extraordinaire. Et cette épargne, on ne sait pas du tout ce qu'il va en advenir. Est-ce que nous tous, collectivement, nous allons consommer massivement quand les magasins seront ouverts? Aujourd'hui, on ne peut pas savoir, les magasins seront fermés, ils vont rouvrir, et puis ensuite les restaurants, et puis ensuite les voyages. Est-ce que cette surépargne suffira à relancer vraiment la machine à la hauteur de ce qu'on voudrait? Non, mais la première question, c'est de savoir quelle est la partie de cette épargne qu'on va mettre. On a plus de 200 milliards, donc c'est absolument colossal. Si on dépense assez largement ça, il n'y a absolument pas besoin de remettre des sous dans la machine. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être trouver d'autres moyens, avec, comme le suggèrent Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry, des mesures ciblées sur les moins aisés, qui sont ceux qui dépensent une proportion de leurs revenus la plus forte. Ça, on le sait depuis John Maynard Keynes. La propension à consommer est plus forte chez les gens qui ont peu d'argent, c'est normal. Ils sont moins à mettre de l'argent de côté. Et donc, là, peut-être... Les 50% inférieurs en termes de pouvoir d'achat de la population, il leur enverrait bien un chèque autour de 350 € chacun. Il faut peut-être descendre, moi je pense, à ce moment-là, sur plus bas, en ciblant davantage sur les gens qui n'ont vraiment pas d'argent. Et je rappelle que parmi les populations qui ont été les plus frappées par cette crise, on a un certain nombre de professions qui sont des professions à très faible rémunération. Je pense par exemple aux employés de la restauration. Là, on sait bien qu'on a des poches de pauvreté nouvelles qui sont apparues. Et là, il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Erwan, comment évaluer le montant dont on a besoin? Comment estimer que 150 milliards, c'est mieux que 100 milliards? Est-ce qu'on raisonne vraiment en macro, en termes de point de PIB? Et on se dit, voilà, a priori, on sait qu'on va être en dessous durablement, enfin en tout cas, en toutes choses égales par ailleurs, en termes de PIB, de ce qu'on aurait été, de ce qu'était la trajectoire avant la crise, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, en tout cas compte tenu de si toutes les mesures sont votées. C'est ça qui, on raisonne vraiment en grande masse à ce stade? Savoir combien est-ce que le plan c'est comme essayer de définir un point de vue économique. Les 100 milliards, ils n'ont pas été dépensés du tout. Enfin, ils ont commencé, nous dit le ministre tous les matins. Mais... Puis au niveau de l'Europe, on a encore des petits soucis de déblocage là aussi. Mais savoir quel est le niveau optimal, je pense que c'est comme définir un point de vue économique, quel est le niveau optimal des dettes. On a peut-être quelques intuitions. La question, c'est de savoir comment on va dépenser cet argent-là. Je pense comment et sous quelle matière, sous quelle discipline, parce que il y a des choses qui sont intéressantes. Effectivement, vous avez cité 350 € pour les ménages qui ont une proportion, une PMC qui tend vers 1. Il y a aussi 10 milliards de plus pour l'allocation de rentrée, ce que je trouve assez incroyable. Allocation de rentrée scolaire, donc effectivement. Ça peut se matérialiser, parce que ça, là, pour le coup, c'est vraiment là encore, c'est un chèque, quoi. Rentrée, d'habitude, on a visité des rentrées sociales, là, on a une rentrée économique et financière. Après, il y a deux choses qui sont intéressantes dans leur sujet, c'est qu'ils disent qu'il faut augmenter absolument l'output gap de la France, il faut augmenter la croissance potentielle. Pourquoi? Parce que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à rendre soutenable la dette qu'on a accumulée ces derniers temps sur le long terme. Ensuite, il faut aussi mettre un effort sur la recherche. Ce que je veux dire, c'est que si jamais on peut mettre 50, 100, 200, on peut mettre même 1000 milliards, mais si c'est pour faire tout simplement des choses qui sont du fonctionnel, qui sont du fonctionnement, qui ne sont absolument pas avec des multiplicateurs qui sont au-delà de 1, et en tout cas qui sont très intéressants, si c'est pour mettre 27 millions d'euros pour apprendre aux enfants à faire du vélo, comme l'a annoncé hier Barbara Pompili, ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut se poser la
la question, c'est où En sont termes les de relance, vous voulez en dire. termes de relance. Oui, je- Mais non, mais le Après, problème, c'est que quand vous écoutez, on sait qu'on va avoir un deuxième plan de relance Ouais. aux alentours au début de l'automne. Si c'est pour faire plaisir à peu près à tout le monde, pour acheter une sorte de paix sociale et de paix politique avant les élections présidentielles, ça vaut pas le coup. Ce qu'il faut, pas c'est forcément économiquement ce qu'il faut, optimisé, ce qu'il quoi. faut, c'est voir où justement on a des plans on a des vraies poches de croissance et des vraies poches de relance. Ce que dit aussi Blanchard et Pisani-Ferry dessus, c'est qu'il faut absolument peut-être aussi qu'on profite de ces plans de relance-là pour arriver enfin à 3 points de PIB en termes de recherche publique. Ça peut être aussi des choses qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent nous permettre aussi d'avoir les boucliers suffisants pour à la fois générer la croissance qui va rembourser la dette, ou en tout cas une partie de la dette, et aussi avoir les prochains boucliers qu'on va avoir pour préparer cette fantastique relance qu'on nous annonce au niveau mondial, qu'on compare déjà aux années folles. Donc il faut aussi qu'on investisse sur les bons choix, qu'on mette l'argent là où il va pouvoir faire des petits. Bon, vous avez été inspiré sur l'apéro. Pourtant, il y a un deuxième apéro. Regardez ce tweet, en l'occurrence. Le chef de l'État, ce matin, a fait une annonce. Là aussi, une annonce surprise. Aucun créneau ne doit être perdu. Donc après, il a fait le tweet dans la foulée. On l'a fait pour lui. À partir du 12 mai, les rendez-vous qui n'auront pas trouvé preneur 24 heures avant seront ouverts à tous les adultes volontaires sans condition, avec un renvoi donc du compte officiel du chef de l'État sur le site Vitmados, qui est un autre site créé par Guillaume Rosier, qui est celui qui est la personne qui a créé déjà le site Covid Tracker, sur lequel tous les médias depuis un an, et pas que les médias, suivent l'évolution de la pandémie chez nous en France. Vitmados, c'est pour trouver, ça agrège tous les sites de prise de rendez-vous pour trouver un rendez-vous près de chez soi. C'est un type qui a fait ça plus ou moins tout seul dans son coin, alors qu'on croyait qu'on avait une administration qui avait fait plein de choses. Donc le chef de l'État a renvoyé sur Vitmados, un site totalement amateur. D'ailleurs, Guillaume Rosier, il dit cool ce site, vous connaissez, et il en a profité pour remercier aux dizaines de bénévoles qui ont rendu la création de cette plateforme possible. C'est super, on a des bénévoles, mais on croyait qu'on avait aussi des gens qui étaient payés pour ça. Le fait que le chef de l'État renvoie sur ce site, Erwan, ça vous inspire quoi C'est la Startup Nation, Ouais. on est en plein dedans. C'est à la fois un pragmatisme génial ou un constat de fiasco complet? Les deux, mais je trouve que Guillaume Rosier c'est absolument extraordinaire ce qu'il a réussi à faire avec quelques données et une dizaine de personnes et un peu de bonne volonté. Ils ont, je pense, accéléré peut-être la sortie de crise de la crise du Covid, notamment en ayant une transparence qu'on n'avait pas du tout au début sur où est-ce qu'on en était dans l'épidémie, qui peut-être aussi a aidé le chef de l'État et le Conseil de défense à prendre certaines décisions et donc du coup à éviter certaines restrictions, ou alors peut-être partir dans l'autre sens. Et surtout là, je suis persuadé, on n'aura pas de contrefactuel, mais je suis persuadé que la décision d'ouvrir la vaccination si tôt aux jeunes, moi j'en suis ravi, je vais peut-être me faire vacciner dans 15 jours, donc c'est aussi grâce à Covid Tracker, c'est parce qu'il a su en fait mettre tout simplement, faire mouliner des données dont les leaders d'opinion et certains leaders politiques se sont emparés pour pouvoir justement avoir certaines revendications. Moi je dis, il faut absolument la Légion d'honneur pour Guillaume Rosier, et il faut absolument le mettre en avant, et malheureusement il a ridiculisé notre administration. Il a fait tout seul dans son garage, si vous me permettez, tout seul dans son garage avec 10 de ses copains, beaucoup plus qu'une administration sanitaire qui certes est mobilisée sur le front de la guerre, mais qui n'a pas su en tout cas faire aussi bien que cette personne-là. Le chef de l'État l'a noté. Alors, pragmatisme formidable de reconnaître ça, ou quand même un peu constat de faillite Non, mais pragmatisme, moi ce que je trouve intéressant, c'est les pistes que ça ouvre. On parle beaucoup de 2.0, on peut avoir un service public 2.0. Un service public 2.0, on peut le faire autrement que ce qu'on ferait avec un service public classique. À l'ancienne, classique. Vous imaginez si on avait demandé à des fonctionnaires de lancer un service de recensement des cas de décès, de réanimation, et puis ensuite de vacciner. On en serait encore à la 4e préparatoire interministérielle, et on aurait un projet qui aurait abouti sans doute au printemps 2023, à condition qu'il n'y ait pas eu de remise en cause lors des élections. Donc on a une démarche administrative qui s'explique pour toute une série de raisons. On peut dire que c'est une faillite, mais bon, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je trouve très intéressant, c'est que les nouveaux moyens numériques, parce que ça a été fait uniquement évidemment avec des moyens numériques, qui existent aujourd'hui, data, tout ça, et l'open data, c'est pas un point de détail, c'est absolument essentiel. Ça n'aurait pas pu exister sans ces moyens numériques, et ça n'aurait pas pu exister sans l'open data, c'est-à-dire l'État, le service public à l'ancienne, qui met à disposition de qui veut ces données. Et donc, c'est ces deux choses-là qui ont permis de faire ce service public 2.0, et je pense qu'on devrait y réfléchir beaucoup plus profondément sur comment réorganiser toute une série de missions qui relèvent du service public, mais qui pourraient être organisées radicalement différent, à un coût infiniment moindre et beaucoup plus rapidement.
c'est incroyable tout de même ce truc. Hein, c'est, encore une fois, là, je vous dis, si ça avait été confié à l'administration, on aurait eu des cabinets de conseil qui seraient mis, on aurait deux SS2 aussi, on serait déjà à plusieurs centaines de millions de budget qui n'auraient pas encore été engagés pour un produit qui ne serait pas encore là. On peut être fragile. Voilà. Non, mais il y a un service public à réinventer complètement. Le numérique et l'accès libre aux données sont deux deux leviers absolument essentiels et d'une puissance incroyable. On verra si Madame de Montchalin, qui est la ministre de la fonction publique, s'inspirera de tout ça et si elle va embaucher M. Rosy une fois que cette crise sera terminée. Surtout pas. Il faut peut-être surtout pas l'embaucher. Si vous fonctionnalisez, ça sera peut-être dramatique pour tout le monde. Oui, il y a des risques. En tout cas, voilà, ça crée le débat. Alors voilà, pour parler vaccination, pour la vaccination, il faut des vaccins. Pour des vaccins, il faut les créer, il faut des brevets. C'est tout de suite, c'est la question suivante autour des brevets et des vaccins Covid-19. Ça a été un petit coup de tonnerre dans l'univers des groupes pharmaceutiques, de la vaccination, dans le contexte de pandémie actuelle. Hier, aux États-Unis, Madame Catherine Tai, qui est l'ambassadeur américaine au commerce, la Trade Representative, a annoncé à temps extraordinaire, mesure extraordinaire, les États-Unis soutiennent l'idée de lever les protections intellectuelles de vaccins Covid-19, le temps de régler cette pandémie et vont, sous-entendu, les États-Unis participer activement aux discussions au sein de l'OMC sur ce sujet. Le patron de l'OMS, M. Ghebreyesus, a dit que c'était un monumental moment, un moment monumental, extraordinaire que cette position de l'administration américaine et du président des États-Unis, évidemment que c'est une position officielle. Dans la foulée, Mme van der Leyen, qui était également sur la ligne opposée, comme l'ensemble globalement de l'Union européenne. Évidemment, l'Union européenne s'est dite prête à discuter de la proposition américaine de lever les protections de propriété intellectuelle sur les vaccins contre la Covid. C'est ce qu'a déclaré en tout cas Ursula von der Leyen, précisant dans les médias: nous appelons tous les producteurs de vaccins à autoriser l'exportation et à éviter toutes les restrictions susceptibles de perturber les chaînes d'approvisionnement. Le Wall Street Journal, les États-Unis soutiennent cette idée de lever les protections de propriété intellectuelle sur les vaccins, et évidemment le Wall Street Journal qui soutient, enfin en tout cas qui ne soutient pas, mais qui soulève, qui cite un peu un certain nombre d'arguments de l'industrie pharmaceutique qui explique globalement que s'oppose à cette idée en expliquant que c'est pas ça qui va régler les problèmes à court terme, dans la mesure où les problèmes à court terme ils sont liés à des défis à la fois d'installer des production facilities, c'est-à-dire des usines très, très complexes, et également le souci d'approvisionnement des composants du vaccin. Il y avait une tribune ce matin dans votre quotidien, dans les Échos, de l'économiste de Columbia, Jeffrey Sachs, qui disait lever les brevets sur les vaccins, une urgence mondiale, qui déroulait les arguments. Là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, votre position à l'un et à l'autre déjà sur ce sujet. C'est pas un sujet facile, hein, Jean-Marc, ou si? Jeffrey Sachs, il dit que c'est un sujet facile, c'est très simple. Il dit la question de savoir qui a raison ne se pose plus. Au moins, il a tranché le sujet. Je propose de repartir des propos de la ministre au commerce international de Joe Biden. Est-ce qu'on est dans des temps extraordinaires? Oui. Est-ce qu'il faut des mesures extraordinaires? Oui. Est-ce qu'en matière de vaccins, ce qui s'est passé jusqu'à présent est satisfaisant? La réponse est aussi évidemment non. On se comporte dans les pays avancés, même si on lit beaucoup de gens qui disent l'inverse, comme ce que le texte de Jeffrey Sachs que vous citiez à l'instant. On se comporte comme si on se disait on va se vacciner d'abord et puis ensuite on vaccinera le reste du monde. Juste un chiffre, il y a plus d'1 milliard de doses de vaccins qui ont été injectées. Il y en a 18 millions en Afrique. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant de doses de vaccins produites et injectées en un temps aussi court que effectivement cette année autour de la Covid-19. Est-ce que c'est satisfaisant? Alors on peut se dire, ceux qui peuvent payer se soignent d'abord et puis ensuite on verra pour les autres. Le problème, c'est que les autres, pendant ce temps-là, si on ne les vaccine pas au plus vite, ils vont développer la maladie va continuer de circuler. Évoluer. Quand la maladie va continuer de circuler, et vont se développer fatalement, mécaniquement, inévitablement, des variants qui risquent d'être beaucoup plus dangereux. Quand vous lisez un peu la littérature des chercheurs en la matière, on sait qu'il peut y avoir potentiellement des variants extraordinairement plus dangereux que ceux qui circulent pour l'instant de ce virus. Donc,
on a un vrai problème pour vacciner massivement. Alors ensuite, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui est le plus efficace pour régler le problème? Voilà. Alors non, en fait, c'est quelles sont les conditions nécessaires pour que régler ce le problème. sujet soit... Alors, moi, je pense que la question de la propriété intellectuelle se pose. Elle s'était posée il y a 20 ans sur le sida. Et donc, les mesures avaient été levées de protection intellectuelle avaient été levées de manière exceptionnelle pour le sida, parce qu'on savait qu'on avait un problème dans les pays pauvres et qu'il fallait absolument avancer là-dessus. Et ça avait permis d'avancer. Donc, moi, je pense que poser la question de la propriété intellectuelle, c'est légitime, ça peut se faire. Ça sera peut-être nécessaire de le faire, mais ça ne sera pas suffisant pour avancer sur une campagne absolument massive de vaccins qui est nécessaire pour que la planète entière se débarrasse de ce virus. Et je rappelle que si la planète entière ne se débarrasse pas de ce virus, il nous reviendra d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, même compte tenu des mouvements de population. Ouais. Il faut 3 choses. Il faut premièrement qu'effectivement on puisse fabriquer ce vaccin. Donc là, la libération de la propriété intellectuelle peut être une condition. Il faut ensuite qu'on ait, comme vous le citiez, des usines, des capacités de production. Et ça, on sait qu'il y en a en Inde, sans doute, qui pourraient être utilisées davantage. Mais un recensement complet, alors Guillaume Rosier peut-être pas le faire, hein, il n'a peut-être pas les informations parce qu'il faut le faire dans le monde entier, mais regardez toutes les usines qui pourraient se mettre à produire beaucoup plus rapidement les vaccins et les composants de ces vaccins, il ne faut pas oublier ça, il faudrait avoir ces données, mais donc il y a clairement un deuxième ingrédient absolument nécessaire pour avancer là, et le troisième ingrédient c'est le savoir-faire. Le vaccin, c'est pas un médicament comme du paracétamol pour prendre une molécule dont on a beaucoup parlé depuis un an, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, il y a un vrai savoir-faire. Pas forcément en termes de machine, mais vraiment une façon de produire qui est compliquée. Et mécaniquement, aujourd'hui, dans le monde, il y a peu de personnes qui maîtrisent ce savoir-faire. Et donc, comment est-ce qu'on peut disséminer au plus vite ce savoir-faire? Donc, il faut répondre à ces 3 questions-là. Question de propriété intellectuelle, oui. Capacité de production et savoir-faire. C'est pour ça d'ailleurs que Mme Catherine Tai, elle ne dit pas, voilà, c'est demain, elle dit on va engager les discussions à l'OMC sur ces questions, sachant que la directrice générale de l'OMC, nigériane Mme Okonjo-Iweala, elle était plutôt effectivement pas trop. Elle pensait que le principe de l'idée des transferts de technologie et des licences était probablement peut-être jusqu'ici, en tout cas, c'est qu'elle pensait plus efficace que l'idée de lever les propriétés intellectuelles. Votre sentiment à vous, Erwan Tison, déjà sur la problématique globale? Alors sur le problème global, il y a effectivement un problème de fond qui est le partage de ce nouveau bien au niveau mondial. On le voit effectivement, là, ça a révélé quand même le caractère pas mal égoïste de pas mal des pays occidentaux. Un peu moins de la France, je trouve. La France a quand même, quand on regarde la plupart des chiffres d'exportation, la France a joué son rôle dans l'exportation. Le problème, c'est qu'il y a aussi il y a un sentiment qui est en train de se développer autour de certaines élites africaines, qui est celui un peu du sentiment anti-vax. Pourquoi? Parce qu'on leur envoie c'est quasiment exclusivement des doses AstraZeneca qui sont exportées justement en Afrique au nom de la solidarité internationale. Ou le vaccin chinois qui est pour d'autres raisons. Chinois, on en reparlera peut-être. En tout cas, qui part d'Europe. Et derrière, en fait, on se dit, attendez, c'est un vaccin que vous refusez vous, donc quelque part, vous nous donnez à vous ce que vous ne voulez pas garder pour vous. Donc il y a un peu cette musique-là qui monte aussi. Sur la question des brevets, c'est une question qui en tout cas, alimente beaucoup de débats, notamment chez les libéraux. Vous avez d'un côté ceux qui vous disent non, il faut des brevets pour protéger la propriété intellectuelle, et d'autres qui vous disent... Et pour inciter à l'innovation future. C'est-à-dire que globalement, pour être incité à innover, il faut avoir la perspective de gagner de l'argent pour être très... Et vous en avez d'autres qui vous disent non, de toute façon, l'avantage comparatif qu'on a avec l'innovation technologique se suffit à lui-même. Et donc, du coup, on a déjà on a un petit peu ce côté winner takes all on fait déjà la course en tête. Moi, je pense que il faut qu'on fasse attention parce qu'on a une chance inouïe d'avoir trouvé un vaccin si rapidement. On a une chance inouïe d'avoir réussi à l'industrialiser autant. Et Jean-Marc l'a rappelé, on a une chance inouïe d'avoir vacciné 1 milliard de personnes en quelques mois. Ça a été fait aussi à grand renfort d'argent public à la base, notamment des Américains, des Anglais qui ont énormément investi, qui n'ont pas du tout regardé à la dépense parce qu'ils croyaient tout simplement à la science, chose que nous, Européens, on n'a pas su non plus, on n'y croyait pas que le vaccin arriverait si tôt. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, il y avait une tribune de Nicolas Bouzou il n'y a pas très longtemps, auquel je rejoins pas mal ce qu'il dit, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on casse tous les mécanismes incitatifs qui sous-tendent en fait notamment à la recherche en biotech. Pourquoi? Parce que cette pandémie, la plupart des épidémiologistes disent que cette pandémie-là, c'est pas la seule qu'on va vivre, en tout cas au XXe siècle. D'autres pandémies vont arriver et il ne faudrait pas justement qu'en cassant toutes ces incitations-là, la plupart des groupes pharmaceutiques vous disent moi j'ai aucun intérêt à chercher sur ce groupe-là parce que derrière on va me spolier en fait le fruit de ma recherche. Donc je préfère tout simplement faire un petit peu comme Sanofi a été critiqué pour cette stratégie-là, mais aller là où c'est plus lucratif, là où j'ai le plus de chances d'aller chercher. Donc là, Sanofi ça a été notamment sur tout ce qui concerne les médicaments, les molécules liées à la lutte contre le cancer, et se dire du coup je joue un peu mon rôle de passager clandestin. Il y a bien un tout en jouant le producteur pour le vaccin.
vaccins, les vaccins Covid-19 pour d'autres. Effectivement, c'est une des choses très nouvelles, c'est qu'ils ont accepté. Ils ont peut-être été un petit peu poussés, mais... Et de se dire, de toute façon, quelqu'un sera un peu plus philanthrope que moi, et il y aura encore un autre patron de Moderna qui arrivera et qui le produira, ce vaccin gratuit. Moi, je pense que libérer les brevets, spolier les brevets, les entreprises non, acheter les brevets, oui. Il y a eu quelques estimations qui ont été faites par quelques économistes de la santé aux États-Unis qui estiment qu'au final, le brevet Pfizer coûterait 20 milliards de dollars une fois justement la première livraison effectuée. 20 milliards de dollars, c'est à peine ce que coûte un mois de restriction en France, un mois de restriction, on va dire, moyennement dur. Donc, pourquoi ne pas mutualiser ça au niveau mondial, acheter même 5-10 fois plus que le coût initial du brevet au niveau des 5 plus grandes biotech au niveau mondial, et de se dire derrière, là, on créera vraiment une vraie incitation, et peut-être recréer un nouveau mécanisme de se dire... Il y aura une prime aux 5 vainqueurs sur la plupart justement des recherches. On peut mutualiser ça après sur la recherche sur le cancer, avec les applications ARN. On peut multiplier ça sur le sida, là aussi avec la technologie ARN. Et comme ça, en fait, tout simplement de surpayer. Moi, ça ne me dérangerait pas de surpayer Big Pharma si Big Pharma arrive justement à éradiquer ces maladies-là. Alors, je pense que c'est l'une des solutions. Je pense effectivement qu'il faut absolument garder des mécanismes d'incitation. Sinon, on va avoir moins d'industrie pharmaceutique. Et quand on regarde un peu ce qui se passe en France, on sait que si on a un peu manqué d'incitation, même en France, légèrement. Donc on peut faire, comme vous le disiez, acheter les brevets. On peut aussi avoir un système en deux temps. C'est-à-dire que dans les pays avancés où il y a de l'argent, ces vaccins sont vendus au prix où ils sont vendus. Et on voit bien, si on regarde ce qui va se passer sur les profits de Pfizer, de Moderna... Et c'est ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Le patron de Pfizer, il dit il y aurait 3 prix, j'ai $5 pour les pays en développement, un prix du milieu, c'est pas la même chose. Le patron de Pfizer, c'est un peu plus compliqué. Mais donc, on pourrait parfaitement avoir des laboratoires pharmaceutiques qui font des très beaux profits mérités dans les pays avancés et qui... en échange, se privent de profit dans les pays moins avancés. Ce que dit le patron de Pfizer, c'est dit vous inquiétez pas, on va tout fabriquer, ça sera pas cher. Il dit il y aura 3 prix de vente. Pour les pauvres, les intermédiaires et les riches. Il dit ça sera pas cher pour les pauvres et on va se charger de tout. C'est normal qu'ils disent ça. Un décideur public peut légitimement se poser la question de savoir est-ce que Pfizer a pas les yeux un peu plus gros que le ventre. D'accord. Alors, est-ce que, à l'inverse, sur la question de l'incitation, précisons qu'on parle de ce qui est évoqué sur ce sujet des vaccins Covid-19, c'est une levée temporaire, on parle de 5 ans, des propriétés intellectuelles sur les vaccins. Alors, sur les vaccins, on comprend bien, parce qu'effectivement, dans une pandémie, donc ça concerne tout le monde, et on peut être concerné, effectivement, par une résurgence de la pandémie à l'autre bout du monde, parce qu'elle reviendrait immanquablement chez nous. Sur le cancer, c'est pas, ça se propage pas de la même façon. Par définition, le contre-argument du risque, effectivement, sur l'innovation, qui est de se dire, est-ce que si demain, on a, après avoir trouvé quelque chose, c'est-à-dire après une découverte, en l'occurrence, là, c'est postérieur à la découverte des vaccins, on a un risque juridique sur le fait, est-ce qu'on va garder notre capacité à conserver la propriété de la molécule, du truc, etc. Est-ce que, effectivement, là, pour le coup, la recherche sur le cancer, compris aux États-Unis, et toute la biotech, globalement, elle est quand même financée largement sur fonds privés, même si sur le Covid-19, il y a eu beaucoup d'argent public en plus. Est-ce que là, on mettrait un risque précisément sur tous ces investisseurs qui, un peu dans le capital risque classique, savent que 9 fois sur 10, ils vont perdre, mais que la 10e fois, ce sera le jackpot parce que, pour de bonnes raisons, ça profitera à tout le monde, parce que ce sera effectivement un médicament contre le cancer. Et on est dans deux mécanismes qui me paraissent, moi, très différents. Une épidémie, c'est ce par quoi je commençais. Que je disais. Temps extraordinaire, mesure extraordinaire. Le cancer, c'est terrible, etc. Mais on n'est pas dans contagieux. Un temps extraordinaire, on n'est pas dans une mesure extraordinaire. Et donc, je pense qu'on peut avoir deux logiques qui sont très différentes. Encore une fois, ça n'empêche pas que les laboratoires qui ont investi et qui ont réussi à produire les vaccins doivent avoir une rémunération tout à fait plantureuse pour ces efforts qui ont débouché sur une amélioration majeure pour l'ensemble de l'humanité. Mais on peut le faire là. On a une urgence, il faut faire vite et ne pas le faire pour d'autres
maladie, aussi terrible soit-elle. En étant un peu cynique, est-ce qu'ils ne se donnent pas un peu beau rôle facilement, les Américains? Et ça fait 5 mois qu'ils vaccinent comme des dingues. Ils ont exporté zéro. Contrairement à l'Union européenne, comme le rappelait Erwan. Et puis là, ils sont à 70% de la population adulte. Ils disent, allez, c'est bon, on va commencer. Et puis on fait la grande déclaration, il faut que tout le monde en ait. Bon, c'est de la politique, on ne va pas leur reprocher. Mais... La politique, mais Clément Beaune a tweeté cet après-midi. Il a dit, les États-Unis, ils proposent enfin ce que l'Europe et la France réclamaient depuis longtemps. D'accord. Donc tout le monde fait de la politique dans eux. Clément Beaune, c'est notre ministre des Affaires européennes. Donc, alors, il y a un dernier paradoxe, c'est qu'on se dit, et Madame Catherine Tai dit ça, il faut qu'on discute à l'OMC. En même temps, si c'est si important, on s'en fiche de l'OMC, des traités, etc. Il y a un moment donné, il faut peut-être qu'il y ait 3 grandes puissances qui se mettent autour de la table et puis ils topent dans la main au bout de jours de discussion, non? Pourquoi sur un sujet aussi important, extraordinaire, mesure extraordinaire, temps extraordinaire, il faut quand même, on va aller discuter à l'OMC, on ne sait pas combien de temps ça va prendre cette affaire. Parce qu'il y a un accord international sur la protection de la propriété intellectuelle, les accords TRIPS, qui ont été négociés il y a maintenant à peu près 25 ans, avec des exceptions qui ont été faites, comme je le disais tout à l'heure, qui prévoient d'ailleurs la licence d'office, mais sur lequel il y a une insécurité juridique manifestement qui fait que... Et donc c'est le cadre naturel où ça doit se régler. Ceci dit, on a peut-être effectivement, face à l'urgence, un vrai problème de délai. On l'évoquait tout à l'heure au niveau français pour la production de statistiques sur la Covid. On a la même chose au niveau international pour se mettre d'accord sur un changement temporaire d'une règle pour un vaccin. Si on le fait avec la procédure actuelle, effectivement, soit le virus aura disparu, soit l'humanité aura disparu avant que la procédure ait abouti. Les patrons de groupes pharmaceutiques qui disent c'est pas si simple. Globalement, on est à full capacité aujourd'hui, compte tenu des matières premières, compte tenu du nombre d'unités de production qui peuvent maîtriser cette production spécifique. Ils sont un peu trop jugés partis, ils ne sont pas uniquement que crédibles. C'est normal qu'ils disent ça. Oui. C'est normal qu'ils disent ça, ils jouent leur parti. Oui, mais en même temps, ils connaissent le sujet. On est aussi dans des jeux de rôle. Et je pense effectivement qu'on a des vrais problèmes, que je le mentionnais tout à l'heure, d'approvisionnement de certains composants des vaccins. Aussi les histoires de seringues, parce que ce n'est pas les aiguilles habituelles. Enfin, on a toute une série de choses compliquées derrière et il ne faut pas non plus nier ces questions. Mais le fait que la propriété intellectuelle soit protégée, ça ne changera pas grand-chose là-dessus. Bon, en même temps, il n'y a pas eu d'effondrement des cours de bourse de Pfizer hier, qui a même fini en hausse. Petite chute au moment de l'annonce, puis c'est reparti. Ça a même fini en hausse. L'Afrique du Sud et l'Inde étaient en pointe dans cette demande auprès de j'allais dire l'OMS, non, auprès de l'OMC sur ce sujet de la levée de la propriété intellectuelle. On peut imaginer que l'Inde, notamment, a vocation, est candidate à construire encore plus d'usines, alors que sachant que c'est déjà le premier pays producteur de vaccins en général dans le monde. Sachant qu'ils en ont une qui a brûlé il y a quelques semaines de ça, qui avait quand même assez amputé, qui avait pas mal amputé la plupart des perspectives. Moi, ce qui me fait peur aussi là-dedans, c'est je peux entendre même le libéral couché, je peux entendre le côté temporaire. Effectivement, on peut se poser la question à mesure exceptionnelle, temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Mais moi, je me pose la question, ça rejoint un peu aussi le quoi qu'il en coûte, et le plan Biden, c'est quelque part, comment est-ce qu'on va réussir à dire aux gens, écoutez, non, on a levé si demain, par exemple, on trouve et on est en bonne voie, on trouve un vaccin contre le sida et on trouve un vaccin contre le cancer, grâce notamment encore aux technologies ARN, qu'est-ce qui empêchera la plupart des politiques français ou ailleurs de dire, non mais attendez, on l'a fait pour le Covid, le cancer tue 10 fois plus de monde que le Covid par an, pourquoi est-ce qu'on ne lève pas le vaccin là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on ne lève pas les brevets là-dessus? Pourquoi vous avez donné plus de 400 milliards, ça a coûté plus de 400 milliards à la crise du Covid, vous avez su trouver, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas 15 milliards de plus pour augmenter tel et tel minima social? Le problème, c'est quand l'exceptionnel, surtout en France, on le connaît très bien, quand l'exceptionnel devient pérenne. Et ça, malheureusement, c'est un problème qu'on a, et j'ai peur qu'on l'a aussi su. Un petit chiffre sur ce que vous aviez dit sur le mécanisme incitatif, c'est la biotech, c'est extrêmement fragile. Pierre Bentata a fait des travaux là-dessus. Franck Mouton, à l'Observatoire de santé et innovation de l'Institut Sapiens, me le racontait aussi. Il faut savoir que sur 10 000 investissements que vous allez faire en biotech, il y en a un seul qui va justement être viable, il y en a un seul qui va fonctionner. C'est-à-dire que vous avez 9 999 projets qui vont échouer. Donc du coup, vous avez je disais un indice, vous nous dites c'est 1 sur 10 000. En termes de capital risque, vous avez un écart type qui est extraordinaire. Par contre, vous avez une espérance de gain qui est là et tout aussi extraordinaire. Mais si jamais, du coup, vous avez la plupart des investisseurs qui se disent « Bon, je vais y aller, mais attention, parce que si jamais on arrive à trouver la formule magique pour lutter contre Alzheimer, lutter contre le cancer ou quoi, j'ai un politicien quelque part qui veut se faire la cerise et qui
du coup va demander la levée des brevets. Ça va arriver jusqu'à l'OMC, on va dire mesure exceptionnelle. Là aussi, c'est une mesure exceptionnelle parce que ce sont des maladies qui sont extrêmement mortelles ou extrêmement handicapantes. Et donc, du coup, hop là, mon investissement, donc vaut mieux que je le mette dans le Dogecoin, ou vaut mieux que je le mette ailleurs. Là, j'aurais peut-être une rentabilité. Il faut faire très attention parce que ces mécanismes-là reposent sur quelque chose qui n'est pas quantifiable, qui est la confiance en l'avenir et la confiance de certains investisseurs dans certains investissements. Il faudrait faire attention. Moi, il faudra trouver le bon vraiment, dosage. Ce que vous disiez, c'est que ça doit être très encadré. Ça ne peut pas être généralisé à tous, ça doit être très encadré, très spécifique sur ce sujet-là. Et alors, les négociations à l'OMC, ça va prendre du temps, mais en même temps, ça évite qu'effectivement un politicien, quelque part dans un pays, se réveille le matin et fasse une mesure qui panique l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. Oui. Oui, donc ça répond et ça justifie le fait de passer par l'OMC, effectivement, notamment pour établir un cas de figure spécifique qui autoriserait cette idée de lever de la propriété intellectuelle. Tout en vérifiant qu'encore une fois, que reste même avec ces mesures exceptionnelles, une incitation très forte pour les laboratoires qui ont réussi. Vous avez une idée du temps que ça peut prendre, une telle discussion à l'OMC, impulsée par les États-Unis, qui ont quand même un poids supérieur à celui du Luxembourg? Si, comme on est dans un temps exceptionnel, extraordinaire, on peut peut-être espérer que ça se fasse, que ça se compte en mois et pas en années. Espérons-le, le cas échéant. Merci messieurs, restez avec nous. On marque une courte pause. On va s'intéresser à la Cour suprême de Facebook et à M. Trump dans un instant. Retour dans Late et Smart sur Bismart. Merci de rester avec nous dans cette deuxième partie de l'émission. Nous allons revenir, on l'avait évoqué très rapidement hier soir dans l'émission, nous allons revenir sur la décision de la Cour suprême, entre guillemets, Cour suprême de Facebook, le Supervisory Board qui avait été créé en 2018 pour notamment gérer ce type de sujet. Cette Cour suprême, entre guillemets, donc, qui a décidé hier, qui a tranché le sujet de réadmettre ou pas, réautoriser ou pas Donald Trump à être présent sur Facebook. La décision, regardez le compte-rendu dans le Monde rapidement, Donald Trump reste banni de Facebook et Instagram, c'est le même groupe, mais son cas sera réexaminé. Pendant ce temps-là, le même jour, Donald Trump, il a lancé son blog, ça s'appelle From the Desk of Donald J. Trump, c'est le site si vous voulez vous abonner, parce qu'on peut vous contribuer, regardez la page de garde, voilà. En haut à droite, il y a le petit bouton Contribute, il y a le petit bouton Shop, je peux te regarder, j'imagine qu'il y a des mugs et des t-shirts, tout ça. Un nouveau slogan, c'est Save America, c'est en haut à gauche, avec 5 étoiles, President Donald J. Trump, voilà, et puis voilà, c'est son blog, et puis il va s'exprimer. Il a notamment, évidemment, quasiment son premier post, commenté cette discussion, Total Disgrace, pas besoin de traduire, à cette heure-ci, de la décision de Facebook sur son cas. Ce qui est intéressant, c'est que cette espèce de conseil des sages de Facebook, il a donc dit, OK, vous aviez le droit de suspendre Donald Trump, mais il faut que vous preniez responsabilité, c'est-à-dire qu'il va falloir réexaminer, vous avez 6 mois pour à la fois réexaminer les règles et surtout déterminer au nom de quelles règles précises, et vous avez pris cette décision. Et surtout, il faut qu'elle ait une échéance, cette décision, ça ne peut pas être illimité, ou alors il faut le décider, ou alors le cas échéant, il faut le mettre dans les règles. Bref, ça pose cette question de qui décide. Alors, c'est pas là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la direction générale de Facebook, ce n'est pas M. Zuckerberg ou son équipe, c'est effectivement une équipe je crois, une quarantaine de personnalités, des juristes, des membres des ONG, des responsables, d'anciens responsables publics qui ont réfléchi au sujet, ça fait depuis janvier, donc ils ont mis 3-4 mois pour réfléchir et poser cette décision. Est-ce qu'elle est selon vous, déjà, est-ce que c'était la bonne façon de faire? Est-ce que la structure est selon vous légitime pour prendre ce type de décision? On rappelle que Facebook, c'est à peu près la moitié de l'humanité qui est connectée, qui a un compte. Erwan, selon vous? C'est ça le paradoxe, c'est qu'on est sur le règlement intérieur d'une entreprise privée. Demain, vous ouvrez une boucherie, vous ouvrez un cinéma, vous dites on ne met pas les pieds sur les sièges. Celui qui met les pieds sur les sièges, il est banni pendant 6 mois du cinéma. Voilà. Personne ne viendra vous contester la légitimité de ça. Le problème, c'est que Facebook, au-delà d'une entreprise privée, c'est devenu un service public. Parce qu'aujourd'hui, tout simplement... En mettant les guillemets. Ouais. Moi, je mettrais pas guillemets le service public n'est pas l'apanage en tout cas de la sphère publique. Et je pense que quand vous regardez la fabrique de l'opinion, la fabrique des médias, aujourd'hui, l'agenda, la plupart du temps, l'agenda médiatique est fait par rapport à ce que disent les influenceurs sur les réseaux sociaux, ou en tout cas sur le
de ce qu'ils disent sur Facebook, sur Twitter. Dans les rédactions, on vous dit aujourd'hui, et même regardez, on commente des captures d'écran, ça a pris une part absolument incroyable dans la fabrique d'opinion politique. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'une entreprise privée qui est totalement souveraine chez elle, est-ce qu'elle a le droit d'invisibiliser comme ça un leader d'opinion, ou quelle que soit la qualité de la personne. Demain, est-ce qu'un complotiste, anti-vax, opposant politique à n'importe quel projet politique, est-ce qu'il a le droit lui aussi d'être banni? Donc c'est la question. On rappelle, c'était le contexte du 6 janvier 2021, l'attaque du Capitole, les derniers jours de la présidence Trump. Il est encore président des États-Unis. C'est le compte Donald Trump qui est fermé sur Twitter, et c'est pas le compte du président des États-Unis. Alors il y a une subtilité. Enfin bon, voilà. Et c'est à ce moment-là que Twitter et Facebook ont fermé ses comptes. Mais je trouve que cette question est essentielle. J'ai pas d'avis tranché dessus. Je trouve ce que je constate, c'est qu'elle a le droit. Elle est totalement dans son droit. C'est légitime. C'est elle qui a créé ses propres instances. D'ailleurs, Facebook après une monnaie se dote de son conseil constitutionnel. Voilà, il lui manque plus que l'armée maintenant. Donc parce qu'à plus priori, les emojis peuvent être considérés comme sa langue. Un peu d'intelligence artificielle, ils vont y arriver. Une autre forme de guerre. Mais moi, ce que je trouve passionnant, c'est qu'est-ce qu'on fait du coup de ces réseaux sociaux-là qui ont pris une telle place dans notre quotidien. Il faut lire les livres de Jérôme Colombin et de Bruno Patino pour voir à quel point c'est phénoménal le temps qu'on accorde à ces plateformes-là, et comment est-ce qu'on arrive à fabriquer tout simplement, comment nos démocraties libérales aujourd'hui et leur fonctionnement interne reposent sur ce qui est dit sur ces plateformes-là. Quelle place justement, est-ce que du coup il ne faut pas un encadrement extérieur, exogène, qui soit peut-être avec des personnalités, peut-être des ONG, ou peut-être en tout cas le gouvernement ou des élus qui aient leur mot à dire aussi, parce que justement, par son rôle de service public, il n'est plus qu'une entité privée. Moi, je pense en tout cas que c'est une question absolument passionnante, mais on ne peut peut-être pas laisser les réseaux sociaux en vase clos comme ça, parce que sinon on risque d'invisibiliser beaucoup trop de monde. Alors, c'est pas complètement un vase clos. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la direction de Facebook avait eu, alors est-ce que c'est la préscience, l'intelligence, avait une vision, effectivement, de créer cette structure un peu indépendante, une espèce de conseil de sages, voilà. C'était avant ce sujet, puisque ça a été créé fin 2018, je crois. Et que cette structure un peu indépendante, dans son jugement, dit « Ah, c'est à Facebook de prendre ses responsabilités, ok, parce qu'il faut que les règles soient claires, et c'est à vous d'édicter les règles en tant que Facebook. » Votre regard sur cette histoire, Jean-Marc? Le Conseil constitutionnel de Facebook, comme vous l'avez baptisé, c'est bien, il a un nom maintenant. Ça traduit une ambiguïté radicale dans laquelle sont plongés tous les réseaux sociaux depuis le début. Le discours permanent des réseaux sociaux depuis le début, c'est « nous ne sommes que des tuyaux ». Nous ne pouvons pas, nous ne sommes en aucun cas responsables de ce qui est écrit dedans. De ce qui est écrit dedans. Mais on voit en même temps que quand un président d'un État en exercice semble appeler à la rébellion, ça peut avoir des conséquences absolument cataclysmiques. Et donc là, le réseau social ne peut plus argumenter, ne peut plus dire « je ne suis qu'un tuyau ». Il est obligé d'agir. Et s'il n'agit pas et qu'il y a une guerre civile qui se déclenche, sa responsabilité pourrait être engagée. Et donc, ils ont sorti, Facebook, c'est tout sauf une bande d'imbéciles, donc ils ont senti ce problème venir depuis très longtemps, et c'est pour ça qu'ils ont mis au point ce système il y a 2 ans. Mais la simple existence de ce système montre bien qu'il y a une ambiguïté fondamentale que les réseaux sociaux n'ont pas voulu lever pour l'instant, et qui vont être obligés de lever. Parce que, qu'ils le veuillent ou non, les contenus qui circulent dans leurs tuyaux, ils ont forcément quelque part une responsabilité. Voilà, et donc sur l'intérieur de Facebook, je pense que cette histoire-là le révèle de manière tout à fait claire. C'est que l'histoire n'est pas finie. Parce que globalement, ça ne résout pas le problème. Oui, bien sûr. Mais ce conseil de surveillance. C'est un bricolage. On peut le dire comme ça. C'est un bricolage qui se justifie pour essayer de gérer cette ambiguïté, mais qui ne la gère pas au bout du compte. Donc ce problème-là, il reste devant Facebook, devant Twitter, devant tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment le problème interne à Facebook. Et ensuite, il y a effectivement le problème externe, qui est ces réseaux sociaux qui font circuler de l'information, qui remplissent une mission de service public, qui ne sont pas en monopole. Voilà, donc ça même serait différent. S'il n'y avait que Facebook qui faisait circuler de l'information, qu'il soit privé ou pas, la situation serait très différente. Ils sont en concurrence. Et donc, quelle est leur légitimité à
à censurer, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Oui, bien sûr. Et ça, je trouve que c'est une question effectivement passionnante sur laquelle je trouve qu'on a encore besoin de creuser beaucoup pour arriver à aller plus loin dans l'action des pouvoirs publics. Sachant que si on dit qu'il doit y avoir une action externe à Facebook, ça pose tout de suite un problème majeur qui est celui du temps. On en parlait déjà tout à l'heure, et je trouve ça un fil conducteur de nos échanges, c'est intéressant, c'est que le temps des réseaux sociaux, c'est l'instantanéité. Oui. Le temps de l'action publique... quand même à décider. Non, mais... À décider que c'est une non-décision. Oui, mais quand Facebook a décidé d'interrompre le compte de la bronca est immédiate. Trump, non, mais ils l'ont fait instantanément. Oui, bien sûr. Ils l'ont fait instantanément. Voilà. Et si ça avait été un dispositif public, il y aurait eu une première instance, une deuxième instance, une possibilité d'appel. Voilà, hop. Donc, on a un vrai problème, encore une fois, de collision des rythmes temporels là, qui est absolument redoutable. Quand on est dans la vie normale, il y a les institutions judiciaires, il y a les cours, les appels, etc. C'est le service public classique. Effectivement, c'est là où on est ce monde technologique dans lequel on est déjà entré et très sérieusement les deux pieds dedans aujourd'hui pose des questions qui vont bien au-delà qui réinterprètent complètement tous les fondements constitutionnels ou juridiques ou légaux sur lesquels on pouvait s'appuyer jusqu'ici. C'est quoi la prochaine étape selon vous? C'est une prochaine crise du type on verra comment ils réagissent, on verra comment ça se passe. Il faut attendre un des prochains excès d'autres leaders de grands pays. Parce que vous disiez, tiens, pardon, je voulais noter, vous disiez pas de monopole. Vous avez raison. Alors c'est pas loin d'être un monopole de fait sur leur métier, mais en tout cas, il n'y a pas de monopole. Mais quand les dirigeants, à l'occasion du 6 janvier, ont coupé Trump sur Twitter, ils ont fermé Parler, qui était un concurrent de Twitter. Donc en fait, parce que supposément c'était la même idéologie, donc ils ont quand même, entre guillemets, ils ont jeté un sort à plusieurs concurrents. Donc du coup, ils ont quand même la capacité, ces dirigeants de réseaux sociaux, ils ont une action... est-ce que c'est une action qui les dépasse? Ils ont sans doute une action qui les dépasse, mais il y a moyen de faire autrement. Donald Trump lance son site, son propre canal de communication, comme on lui a coupé ses canaux dans d'autres... oui, c'est là où vous dites que la concurrence est ouverte. Il peut utiliser un autre... Il est ouvert, il peut s'exprimer. Ouais. Je pense qu'il va avoir très vite des centaines de milliers, et puis des millions d'abonnés, de followers, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et donc, il va pouvoir s'exprimer. Il en avait 35 millions, je crois, de mémoire, quand il est sur Twitter, en tout cas, sur Facebook, je pense plus. C'est quoi la prochaine étape, votre sentiment? Il faut que... C'est comme le sujet vaccin, là, il faut une espèce de grande instance internationale qui se pose ces grandes questions, où on peut laisser Mark Zuckerberg, Tim Cook, Monsieur Nutella, tous les dirigeants des GAFAM, entre eux, décider de ce qu'il faut faire. Effectivement, ils ne sont pas en monopole, mais l'économie numérique est quand même gérée par ce que Rosen appelait l'effet superstar. On a un winner takes all, et dans tous les domaines, maintenant, vous avez en fait très peu de place en fait, pour des nouveaux entrants une fois que vous avez une certaine taille critique. On juge en général que chacun a 4,5 réseaux sociaux sur lesquels il est inscrit. C'est la taille critique auquel on peut aller. C'est pour ça qu'on peut avoir une concurrence, mais pas une atomicité des acteurs. Je ne pense pas qu'on peut être chacun présent sur 50 réseaux sociaux. Il y a qu'à regarder Clubhouse qui voit qui a eu un feu de paille, ça a marché, ça a eu un succès phénoménal, mais ça tend à diminuer en tout cas depuis quelques temps. Une espèce de Twitter audio, voilà, avec des chambres. Voilà. Les acteurs en place ont très bien réagi, ils ont chacun ajouté une fonctionnalité. La fonctionnalité équivalente. C'est comme ça qu'on sape la concurrence quand on n'a pas envie de l'acheter. Le truc, c'est que Olivier Babot a publié un ouvrage il n'y a pas longtemps, le président de l'Institut Sapiens, qui s'appelle L'horreur numérique. Pour lui, il racontait un peu justement le mécanisme de construction démocratique qu'il peut y avoir des réseaux sociaux. Je pense effectivement qu'ils ont un rôle qui leur échappe totalement aujourd'hui. On est passé quand même d'un site de notation de Nana à Harvard à quelque chose sur lequel on peut déstabiliser des démocraties entières. C'est ce que dit Olivier Babot dans son ouvrage, c'est qu'effectivement il faut une régulation extérieure, notamment des réseaux sociaux, parce que quelque part on peut pas se permettre en fait de laisser ces minotaures sortir du labyrinthe. Mais d'autre part aussi, ce qu'il faut, je pense, c'est une éducation aux réseaux sociaux, parce que
le vrai problème, quand on regarde le vrai problème des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est la diffusion des fake news, c'est la diffusion des messages haineux, c'est la diffusion et l'enfermement dans les bulles cognitives. Et à partir de ça, il faudrait, en fait, si jamais on avait une certaine éducation de la plupart des utilisateurs, on pourrait échapper à ces mécanismes-là. Donc, la meilleure régulation, à mon avis, elle sera endogène. C'est parce que les acteurs arriveront eux-mêmes à avoir peut-être un peu plus de bienveillance, les médias aussi à assumer leur rôle de filtre. Certains médias, entre guillemets, en tout cas, qui se présentent dans des médias, comme des médias avec en reprenant le nom d'un journal qui a fait la gloire de la résistance, qui commence par France et qui finit par Soir, et qui maintenant, en fait, agissent au même titre que d'autres médias aussi sérieux que les Échos, ne jouent plus du tout ce rôle de filtre-là. Au contraire, ils sont des accélérateurs de fake news, ils sont des accélérateurs et des déstabilisateurs du débat politique. Donc, je pense que la régulation, elle doit plutôt Le problème, c'est que même la définition de fake news est parfois un petit peu floue. Hein. C'est-à-dire que parfois, des adversaires d'une opinion la qualifient de fake news. C'était déjà le cas c'était de fait le cas de Donald Trump. Non, mais c'est la différence entre les faits et l'opinion. Mais quand vous dites que Macron est un Illuminati reptilien et qui, en fait, vous injecte des puces. Oui, mais après, on peut se rapprocher de la définition de la fake news. Mais je pense en tout cas que ce qu'on a peut-être besoin, c'est donc du coup d'une régulation endogène, une régulation interne, avec des acteurs des médias, donc au sens latin du terme, des médiums, qui fassent justement le rôle de filtre entre l'information, son décryptage et son analyse, et qui du coup investissent au maximum ces plateformes-là pour pouvoir justement ne pas laisser la voix à d'autres personnes. Dernier point, vous savez, la plupart des conseils d'Emmanuel Macron, vous dites, on n'a pas vu voir les Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que la plupart étaient sur Twitter. Et en fait, le Gilet jaune est né sur Facebook. Mais c'est aussi un choc social, un choc démographie sociale. Mais donc en fait, quand on délaisse ces outils-là et quand on les laisse justement à d'autres vont s'en occuper pour vous. Donc c'est pour ça que je pense que la régulation, à mon avis, sera principalement interne par les acteurs qui la composent. Et c'est là où l'atomicité des acteurs peut du coup devenir une responsabilisation interne des acteurs. L'idée qui est un des éléments de cette décision de la Cour suprême là, de Facebook, ça ne peut pas être illimité. Je lisais, l'AFP a fait un petit 3 questions à une des 40 personnalités, une patronne d'ONG, sur l'explication de cette décision. Nous sommes arrivés à un consensus qui est entré, consensus très fort de protection de la liberté d'expression des droits de l'homme en général. À cet égard, nous ne pouvions pas soutenir une suspension illimitée qui est complètement arbitraire. Est-ce que le limité est plus arbitraire que le limité dans le temps Oui. Juridiquement, oui. Hein, vous dites c'est pour 6 mois, c'est pas du tout pareil que si vous dites c'est pour limiter. Quand vous mettez quelqu'un en prison pour une durée limitée ou que vous le mettez en prison... En Amérique, ils arrivent à mettre les gens en prison pour une durée limitée, hein, contrairement à nous. Non, mais c'est 97 ans, 232 ans. Mais bon... ça change tout. Voilà, oui. Bon. C'est pas la perpète. Vous avez raison, voilà, il y a évidemment un degré de... Bon, rendez-vous dans 6 mois, a dit l'instance en question, a demandé à Facebook un rendez-vous dans 6 mois, notamment pour préciser les règles. On verra s'ils arriveront, pour le coup, du côté Facebook, pas du côté de cette instance-là, du côté vraiment Facebook en interne, d'être beaucoup plus clair sur les règles et comment on les enfreint et comment on ne les enfreint pas le cas échéant. La question se posera de manière totalement différente si Trump a 300 000 abonnés et s'il en a 50 millions. Voilà, comme quoi, on ne peut pas décider uniquement en fonction... Sur son nouveau blog, d'ailleurs. Oui. From the desk of Donald J. Trump, hein, voilà, pour ceux que ça... La décision sera interne à Facebook, mais elle ne pourra pas être prise seulement en fonction de réflexion interne. Oui. En fonction de la concurrence, effectivement, s'il a réussi à émerger en dehors de Facebook. Allez, il ne nous reste même pas 5 minutes, une ou deux petits sujets plus légers ou pas, je ne sais pas, pour terminer l'émission. Et pour terminer l'émission, je voulais vous faire réagir notamment sur, c'est il y a 2-3 jours, hein, c'est pas de l'actualité d'aujourd'hui, Madame Janet Yellen, qui est l'ancienne patronne de la Fed, qui est actuellement la secrétaire au Trésor de l'administration Biden, qui avait suggéré qu'il fallait peut-être relever en tout cas envisager de relever les taux d'intérêt, parce que finalement la menace inflationniste aux États-Unis, elle n'était pas totalement nulle, alors que le discours officiel de la Fed aujourd'hui, c'est de dire que les taux d'intérêt, ils vont pas être relevés pendant au moins 2-3 ans. Ça, c'est le discours de Monsieur Powell, qui est donc l'actuel patron de la Fed. Elle a un petit peu rétrogradé depuis en disant on m'a mal compris, un petit peu comme Renaud Muselier ou Jean Castex dans le feuilleton en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais en tout cas ça a quand même suscité quelques moqueries. Jean-François Robin qui vient régulièrement dans cette émission aussi, Janet qui pense qu'elle est toujours à la tête de la Fed, c'est la nouvelle théorie monétaire, la Banque centrale passe aux manettes du budget et décide des taux de la Banque centrale. Et puis vous-même Jean-Marc qui avait écrit à ce moment-là, il y a 2 jours, Janet
Yellen évoquant une hausse des taux d'intérêt pour contenir la surchauffe. On dirait un ancien pompier qui verse maintenant allègrement de l'essence sur des flammes et se demande à ses anciens collègues de se tenir prêts à intervenir si jamais ça explosait. C'est un peu... On croyait qu'ils étaient main dans la main, le patron de la Fed et la secrétaire au Trésor. En fait, ils sont rivaux ou on a mal compris? Non, mais enfin, clairement, il y en a un qui essaie d'être au-dessus de l'autre, quoi. Alors, moi, il y a deux choses. La Fed est indépendante. Il y a deux choses qui me frappent dans cette histoire. Premièrement, on voit bien que la parole du banquier central n'est pas la même que celle d'un ministre des Finances. Un banquier central aurait dit ça aurait été la panique intégrale sur les marchés financiers. Un ministre des Finances, c'est beaucoup moins grave. Et il se reprend quelques heures plus tard. Ouais. Premier point. Deuxième point, je trouve que ça confirme un basculement qui est absolument essentiel, c'est qu'avant, c'était même la politique monétaire qui pilotait. Et maintenant, c'est la politique budgétaire. Et, on a tellement utilisé la politique monétaire qu'on n'a plus de marge. C'est ça La politique monétaire, elle ne marche plus dans certains cas. Et donc, c'est la politique budgétaire qui a repris le dessus, mais qui a repris le dessus, qui a repris la prééminence. On était en dominance monétaire, comme disent les économistes. On est maintenant en dominance fiscale, comme traduisent certains économistes. Moi, je préfère dire en dominance budgétaire. C'est-à-dire que c'est le budgétaire qui a en fait de facto, même si la Réserve fédérale reste indépendante, qui a de facto la main sur la politique monétaire. Et les déclarations de Janet Yellen le montrent de manière absolument limpide. Il y a une autre chose qui le démontre de manière tout à fait claire pour moi, c'est qu'avant, le poste de gouverneur ou président de banque centrale, c'était l'apogée d'une carrière. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Janet Yellen a été présidente de la Réserve fédérale des États-Unis, puis elle est devenue ministre des Finances, enfin secrétaire au Trésor, c'est la même chose. Et vous avez exactement le même déroulement avec Mario Draghi, qui a été président de la Banque centrale européenne et qui est maintenant président du Conseil italien. Il est passé du monétaire au budgétaire. Et la prééminence, donc, ça s'est inversé, je pense, depuis la crise de 2008 et évidemment depuis la crise de 2020. C'est le retour de l'État. Votre regard sur cette passe d'armes, Erwan? En France aussi, avec une ancienne ou un ancien président gouverneur de la banque centrale qui sera peut-être président ou présidente un jour. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marc. Le problème, c'est que ce qui est dommage dessus, d'un point de vue purement théorique, parce qu'encore une fois, le momentum est urgent, mais c'est que les banques centrales, malheureusement, n'ont plus leur indépendance. Leur indépendance, elle est à la fois d'un point de vue académique, économique et d'un point de vue de l'expérience justifiée et justifiable. Et là, maintenant, on remarque, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ceux qui se plaignaient que Trump gérait la politique de la Banque centrale à coup de tweet, qui quelque part font un petit peu la même chose aussi. Donc ce qu'on reprochait à ses opposants, des fois on s'amuse à le faire soi-même. Bien vu. On parlait d'inflation. L'inflation, c'est aussi l'inflation des actifs financiers, à la fois les actifs un peu classiques en bourse et puis les actifs un petit peu moins classiques, notamment les crypto-monnaies. On parle souvent du Bitcoin dans cette émission. Il y a aussi le Dogecoin qui est un truc qui est encore plus exceptionnel. Regardez, j'ai vu deux calculs aujourd'hui sur Twitter. Un tweetos qui a calculé si un Américain avait encaissé les 3 chèques de stimulus, c'est-à-dire les 2 chèques de Trump et le chèque de $1 400, le dernier de Biden, et qu'à chaque fois, le jour de la réception du chèque, il l'avait investi en Dogecoin, donc il a perçu $3 000 à peine, et alors c'était tout récent, et ça vaudrait déjà $500 000. Regardez le graphe de monsieur Mike Yulee. Voilà, ça c'est la valorisation. Les 3 chèques reçus du Trésor américain, signés du président, ça vaudrait déjà, s'ils avaient été, le Dogecoin, ça valait 2 centimes à peu près il y a 2-3 mois, quand j'ai commencé à en parler dans l'émission. Ça vaut 60 centimes ce soir. En pourcentage, c'est pas mal. Et un autre comparo, toujours sur le Dogecoin. On parlait des laboratoires tout à l'heure. Moderna, qui a globalement créé un vaccin qui a sauvé le monde, ou une partie. Ça vaut 70 milliards. Dogecoin, qui est une blague au départ. C'est une crypto à emblème de chien, vaut 80 milliards. Ça vous inspire quoi sur l'inflation des actifs financiers, Jean-Marc? D'abord, le Dogecoin, même si c'est très cher, ça vaut pas cher. Vous pouvez en acheter 60 centimes. Voilà, le Bitcoin. La valeur unitaire. Le Bitcoin, c'est 550. Je ne sais pas combien il est aujourd'hui, mais enfin. 55, 60 000 dollars. 50 ou 60 000 dollars, vous n'avez pas ça forcément sous la main. Quelques centimes, vous pouvez dire, on peut toujours s'amuser. Et je pense qu'il y a un certain nombre, effectivement, d'Américains qui se sont amusés avec l'échec, ça a été attesté, qui se sont amusés avec l'échec sur les marchés financiers. Alors ensuite, on peut dire, il y a 2 grandes explications. La première, c'est que ça prouve que vraiment sur les marchés financiers, en ce moment, c'est du grand n'importe
n'importe quoi. La deuxième hypothèse, c'est que ça montre bien qu'il y a de fortes interrogations sur ce que vaut aujourd'hui les monnaies anciennes. Et donc, on voit des formes monétaires nouvelles qui ont des emballements extraordinaires à cause de ça. Et ces deux explications ne sont pas forcément exclusives l'une de l'autre. Un peu de tout. J'ai pas le temps de vous demander ce que vous pensez du Dogecoin. Et désolé, mais alors, c'est un truc qui est sûr, c'est qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux. Merci à vous. Très bonne soirée. On se retrouve demain.